Alors donc vous avez vu, nous sommes le 21 octobre et c'est l'émission numéro 21. C'est rigolo, hein? Ah oui, c'est extraordinaire. Alors donc, je crois que Jocal normalement est dans le chat, hein. Donc je vais lancer, voilà. Mais non, Jocal, oui, je t'ai vu justement. Là, je vois le chat, je le verrai pas tout à l'heure, mais je t'ai vu le lancer, mais un petit peu tôt. Alors on va le faire ensemble. On va lancer le décompte traditionnel. On y va tous ensemble pour démarrer l'émission. 5, 4, 3, allez-y, 2, 1, Calling Station 21, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Voilà, la Calling Station numéro 21, c'est parti. Alors, ce soir, donc, je reçois, vous avez vu sur la news, je reçois Jean-Xavier Reynaud et Alexandre Crouan. Ces gens-là, c'est qui? Alors, c'est les fondateurs d'une association un peu particulière, mais qui nous intéresse au plus haut point ici, puisqu'il s'agit de l'Association française des joueurs de poker online. Ça tombe bien, les gars, hein. Alors, l'AFJPO. Alors tout d'abord, salut à vous deux. Et bonsoir. Bonsoir. Alors qui a parlé là? Jean-Xavier. Jean-Xavier. Salut Alexandre. Alexandre. Alexandre ne répond pas. Bon, alors pour tout vous dire, Alexandre, en fait, son pseudo c'est Skip, hein, d'ailleurs sur le net. Skip, justement, il a skippé l'émission. Donc je suis en tête à tête avec Jean-Xavier, alias Personne, de son pseudo. Salut Jean-Xavier. Salut. Ouais, heureux. Alors, tu préfères que je t'appelle Jean-Xavier ou Personne? Absolument comme tu veux. Ça a absolument aucune importance. Ouais, pour moi aussi. Bon, on fera ça au feeling. Alors effectivement, Alexandre n'a pas pu être là ce soir. Bon, on le regrette un petit peu. Il faut l'excuser. Il est aux États-Unis, à Washington. Voilà. Tout ça. C'est une vie folle. En plus, il est 16h de l'après-midi. Enfin, il est 16h là-bas. C'est. Ouais. 16h, c'est surtout l'après-midi en général, mais c'est sûr. Oui, j'allais dire l'après-midi. Oui. Bon, alors on t'excuse. Oh bon, hein, un peu de trac, tout ça. Ouais. Non, mais t'inquiète pas. On va tous les deux dire plein de bêtises et puis c'est pas un problème ça. On est en direct justement et on a le droit d'en dire. Donc bon, on va excuser déjà. Moi, je vais d'ailleurs m'excuser tout de suite parce que évidemment, on va en parler. On va te présenter un petit peu tout à l'heure, Jean-Xavier. On va savoir si t'es un fiche ou pas. Mais moi, en tout cas, je peux te dire que j'en suis un au niveau de la météo, tu vois, parce que j'ai été chercher mes croissants le matin à la boulangerie et puis j'avais pas remarqué qu'il faisait 2 degrés et j'y suis allé en t-shirt, quoi. Voilà. Et donc je me suis chopé une bonne crève encore une fois et donc je suis un petit peu enroué, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser encore pour la qualité de ma voix qui n'est pas terrible ce soir, mais enfin on va se débrouiller. Donc Alexandre, seuls les absents au tort, on te salue quand même, on aurait aimé que tu sois là, mais bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois, j'espère. Alors première chose, Mister Personne, avant d'aborder le vif du sujet, on va peut-être te présenter justement un petit peu. Alors, t'es joueur de poker, ça,
j'imagine, hein, on s'en doute, mais tu nous dis quand même à quelle variante tu joues, à quelle limite, tout ça. Alors, avant le passage en .fr, j'étais essentiellement un joueur classique de Six Max en no limit cash game entre le 400 et le 1000, grosso modo. Sachant que c'est ma seule activité, enfin que j'ai aucun autre moyen de gagner de l'argent. Ça fait à peu près 4 ans que je joue au poker, 3 ans. 3 ans. T'es pro alors? Ouais, j'aime pas trop le terme pro. Je trouve qu'il est assez ambivalent dans le monde du poker parce qu'on ne sait jamais si ça désigne les gens qui sont sponsorisés ou les joueurs qui... Ah oui, effectivement, oui. Oui, il y a une nuance, effectivement, oui. Il y a une nuance. Oui, mais quand je dis t'es pro, c'est que tu vis du poker. Tout quoi. à fait. D'accord. Bon, très bien. Alors, la 400, entre la 400 et la 1000 en no limit hold'em, donc. Tout à fait. Bon, après, j'ai eu un énorme bad run en début de .fr et contrairement à plein de gens qui ont eu tendance à monter, moi, j'ai eu tendance à descendre. Donc là, je sais pas très très bien où je joue. C'est suivant l'humeur, entre du 200, du 100 et j'ai un peu du mal à m'en sortir par rapport au NIT, mais bon. Ah tiens, ouais. Bah ça, on pourra peut-être en parler, tiens, justement, de ça. On va peut-être aborder ça un petit peu plus tard. Ça peut être intéressant de voir un petit peu la différence entre le .com et le .fr, justement. Ah ouais, sans problème. Ouais. Bah bon, on en parlera plus tard. Je te propose d'essayer de faire connaissance, justement, avec l'association et pourquoi tu es là. Alors on va essayer de faire une petite chronologie comme ça qui va nous amener gentiment à l'actualité, parce qu'aujourd'hui si t'es là c'est pas tout à fait un hasard, hein. On a essayé de faire une émission, on devait la faire en mois de juillet, mais après il y avait eu des petits soucis de timing avec des gens qui étaient en vacances, tout ça. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est moi pas... j'ai pris des vacances en juillet. Ouais, non, mais il y avait pas que toi, hein, d'ailleurs. Hein. Il y avait pas que toi. Alors, donc aujourd'hui, on fait cette émission et c'est bien d'ailleurs parce que on a un sujet pour la faire, parce que c'est pas par hasard, comme je disais, si t'es là, c'est que cette semaine, il y a eu une rencontre importante avec un homme politique. On va bien entendu en parler, hein, ça c'est évident. Ce sera même, je pense, le sujet central de l'émission. Mais avant, si tu faisais un petit historique comme ça de la sauce, ce serait pas mal pour permettre aux gens, aux auditeurs qui ne connaissent pas justement cette assos de savoir de quoi on parle, quoi. Ok, grosso modo, l'asso elle est née suite au mouvement des joueurs qui étaient pas très 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 contents des conditions proposées par les sites français en termes de rec et puis de tout ce qui est lié au cloisonnement, à l'absence de nouvelles variantes et tout. Donc c'est un mouvement spontané qui est parti en juillet. Alors dans un premier temps, honnêtement je ne sais pas qui a eu l'idée parce que j'étais pas en contact encore avec Skip, mais il y a eu un mouvement de sit-out sur PokerStars. Après, à partir du moment où ce mouvement a commencé à prendre de l'ampleur, où le premier sit-out a été un succès, où on a eu l'occasion d'être en contact avec le patron de PokerStars et tout. Il y a eu très très vite un besoin de structurer les choses, ne serait-ce que pour avoir un début de représentativité vis-à-vis des sites et du pouvoir politique. Et du coup, on a décidé de créer une association quasiment dès le départ. En même temps, on était très très pris puisqu'il fallait mener à bien les négociations avec PokerStars sur le REC. Donc ça a pris, on va dire, je crois que ça a pris à peu près 3 semaines pour qu'on finalise la sauce et qu'on la crée. Assos qui pour l'instant se limite à nous plus un forum. Il y a un site internet qui va bientôt être mis en ligne qui permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur ce que fait l'Assos. Et au niveau de l'historique, que dire? Tu veux des détails sur les sit-out, sur PokerStars? Alors, sitting out, si tu veux, on peut en parler parce que ça a suscité quand même vraiment beaucoup de réactions. Hein. Moi, je me souviens, j'étais de la partie à l'époque, hein, justement, et on a pu lire des messages assez drôles sur tous les forums. Et moi, je pense à des trucs sur Tout Plus Tout. Ça a fait réagir carrément les ricains et tout. Surtout que c'était 2 semaines après la grève des joueurs français à la Coupe du Monde. Alors voilà, il y a eu ça. Alors en gros, ce qu'ils disaient les ricains, c'était vachement drôle. C'était
c'était en gros les Français, c'est des fiches, hein, mais ils sont vraiment les plus forts dès qu'il s'agit de gueuler, de faire la grève ou la révolution, quoi. Mais ils étaient quand même vachement étonnés par ce qu'on a fait, hein. Enfin par ce que vous avez fait, hein, au départ, quoi. Enfin, oui, et puis ça a même été suivi, c'est-à-dire que lors du deuxième sit-out sur PokerStars, il y a eu un sit-out parallèle sur les .com qui, mine de rien, a été relativement efficace, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé l'idée assez bonne. Alors eux, ils protestaient pas exactement pour la même chose. Le problème qu'ils avaient sur les .com, c'était que les joueurs étaient assez mécontents d'une augmentation du REC en micro-limite et qu'ils avaient peur que cette augmentation se répercute sur toutes les limites. Et aussi parce qu'ils voulaient nous soutenir. Mine de rien, c'était pas mal parce qu'au niveau des négociations avec PokerStars, je pense que le fait qu'on ait fait des émules sur le .com a un petit peu joué. Ouais, certainement. Je sais pas dans quelle mesure, mais disons que le fait qu'on soit suivi au niveau du... Déjà, je pense que pour une société comme PokerStars, qui a toujours eu la réputation d'être proche des joueurs, dont c'est la marque commerciale, on peut dire, c'était relativement important pour eux d'avoir une bonne image. Et déjà, ils n'étaient pas très contents de ce qui se passait sur le marché français, parce qu'en termes d'image, se prendre un mouvement de protestation fort de la part des règles, c'est pas très agréable. Mais en plus... en voyant que ce mouvement avait une répercussion au niveau international et que il y avait c'était suivi sur Tout Plus Tout par exemple, ils se sont dit qu'en termes d'image c'était vraiment pas bon, et je pense que ça a pas mal joué. Ouais, absolument. Alors surtout, bon, justement, tu parles de PokerStars. Alors justement, ça me fait penser à un truc. Vous avez réussi dans un temps record, une fois que l'association a été créée, au début, en tout cas au tout début, sur le sitting out, à avoir au téléphone des gens super importants. Et donc tu parles de PokerStars. Vous avez eu le grand patron. Tout à fait, il a appelé le soir même du premier sit-out. En fait, il est venu sur les différentes tables et il a demandé, par le biais d'un modérateur, il a demandé à avoir le numéro de téléphone de quelqu'un. Et donc, c'est Skip qui lui a parlé. Ensuite, on a essentiellement eu des échanges avec lui par mail, mais c'était très intéressant. Donc, ça nous a permis de rentrer dans une phase de négociation avec lui, qui au départ n'a pas été très simple, parce que forcément il n'avait pas envie de trop réduire son rec, mais qui, mine de rien, a été assez rapide, puisqu'il me semble qu'on obtient un accord définitif sur le rec en cash game, je sais pas, quelque chose comme 15 jours après, 15 jours, 3 semaines après. Ouais, bah alors c'est quand même merveilleux. 15 jours, 3 semaines après, il a appelé le soir même. Donc là, il s'agit de Isaïe Schenberg, ouais, voilà. C'est le grand patron de PokerStars, hein. C'est lui qui a créé la boîte, hein, je crois, qui a même développé le soft. Enfin bon, c'est vraiment, bon, on peut pas aller plus haut, quoi. Exactement. Donc c'est pas mal. Et alors, parle-nous un petit peu de la conversation que je sais pas si, bon, c'est pas toi qui l'as eu, c'est Skip qui n'est pas là ce soir, mais peut-être que tu peux nous en parler. Les revendications, bon, c'était évidemment au sujet du REC. Hein, alors c'était au sujet du REC, même s'il y a deux revendications. Alors, voilà, détaille un petit peu. Et quelle a été sa réaction, quoi? Bon, la réaction, déjà au départ, il a appelé tout de suite, il a demandé à parler à quelqu'un. Bon, ça c'est quand même déjà une réaction positive. Mais dans la négociation, comment il a été? Dans la négociation, il nous a dit qu'il comprenait assez vite et qu'il allait faire quelque chose assez vite. Après, il voulait avoir le temps d'avoir un peu plus de recul en fait sur les chiffres. Je pense que ce qui l'intéressait lui avant tout, avant d'opérer une baisse du REC, c'était de voir comment les tables se comportaient, d'avoir quelques données statistiques et de savoir exactement combien ça allait lui coûter. Parce que PokerStars est dans une situation assez particulière. C'est à ma connaissance les seuls qui donnent du REC back, y compris sur la taxe de l'État. Alors c'est pas du REC back, c'est un programme. Ouais, c'est le programme de fidélité. Ouais, voilà. Ouais. Mais ça revient au même, c'est-à-dire que eux vont vis-à-vis du joueur redonner de l'argent au joueur en pourcentage, y compris sur la taxe de l'État. Mmh. Ce qui fait que c'est de loin le programme de fidélité le plus intéressant sur le marché, mais que du coup, pour eux, baisser le REC pouvait être problématique, parce que s'ils le baissaient trop, ils se retrouvaient dans une situation où ils allaient perdre de l'argent. Alors dès le départ, ils nous ont expliqué que de toute façon, avec le REC qu'ils avaient, ils perdaient de l'argent, ce qui certes est vrai, parce qu'ils font des dépenses assez importantes pour faire venir des fiches sur PokerStars, tout ça, mais quelque part, c'est des dépenses de lancement, c'est-à-dire que quand on lance une société sur un marché aussi concurrentiel, on a des dépenses du type com, publicité, tout ça, qui font
qu'on va être perdant. Bien sûr. Donc, c'est un argument qu'on a assez vite c'est de refusé. l'investissement, tu veux dire, quoi. Oui, c'est de l'investissement et puis et c'est censé se rentabiliser sur le long terme. C'est un argument qu'on a assez vite refusé. On a eu un mini bras de fer pendant un certain temps, particulièrement sur le deuxième sit-out, puisqu'il voulait pas qu'il ait lieu et nous, tant qu'on n'avait pas d'engagement de sa part, on n'avait pas l'intention d'arrêter le mouvement. Et à partir de là, ça s'est quand même très très vite débloqué, sachant qu'il a une grande qualité, c'est que quand il dit qu'il fait quelque chose, c'est fait dans l'heure qui suit. Ce qui est quand même très très bien quand on négocie avec quelqu'un, quand tu... C'est assez rare, hein, je veux dire, on avait eu le cas sur Winamax et on avait eu le cas sur d'autres... Alors, il y a eu Winamax aussi, parce que il y a eu, je crois que c'est Michel Abécassis que vous avez eu aussi, qui a parlé un petit peu au Winamax. Il y a eu aussi des résultats. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les progrès qui ont été vécus dans la foulée, quoi, de ces conversations? Alors, quelque part, c'est même pas des progrès dans la foulée des conversations. Il faut être honnête, c'est-à-dire que Winamax, dès le départ, avant même qu'on rentre en contact avec eux, a passé une annonce en disant, voilà, notre futur rec, ça va être ça. D'accord. Avec une baisse du rec conséquente, qu'il est placé qu'il est placé très très bien sur le marché. Et donc, on n'a pas vraiment eu une négociation. Il y a eu un certain nombre d'incompréhensions avec Michel Abécassis à différents moments où on s'est un peu pris la tête par forum interposé. Ça s'est réglé par la suite. Oui, j'ai assisté à ça de loin. Je crois que c'est de l'incompréhension parce que bon. Tout à fait, c'est essentiellement. Après, moi, je l'ai eu longuement au téléphone. Michel est quand même un joueur, quoi. Au départ, il comprend très bien tout ça. C'est un peu bizarre que vous soyez mal compris. Et si ça s'est réglé, tant mieux. C'était pour l'essentiel des problèmes de communication ou. Voilà. Bon, comme ça arrive sur les forums, hein, quand on est sur l'écrit, ouais. Et quand on parle, ça va mieux en général. Donc ça s'est arrangé. Ça s'est totalement arrangé. Et quelque part, on n'avait pas vraiment de raison de retourner vers Winamax parce que leur offre est correcte. Je dirais que là, s'il fallait agir vis-à-vis d'un site en relançant des sites out ou ce genre de choses, les cibles prioritaires, ça serait plutôt Everest, Party Poker, tout ça, qui pratiquent des taux de rec qui sont quand même très élevés. Abusifs, oui. On peut le dire. Sachant que si on prend le cas d'Everest, par exemple, c'est complètement délirant. C'est-à-dire que Everest est dans une situation où ils ont juste pris les taux qu'ils avaient sur le .com et rajouté la taxe de l'État. En sucrant au passage le programme affiliate, qui n'existe plus. Ouais, carrément. Ouais. Donc, sachant que c'était déjà parmi les plus chers, tout le monde avait à peu près la même politique de tarif sur le .com, mais c'était quand même parmi les plus chers et avec un des plus mauvais programmes de fidélisation. Donc c'est quand même assez énorme ce qu'ils nous ont fait là. Ouais. Et donc, en ce qui concerne, Winamax, ça s'est bien passé. Et alors, en ce qui concerne PokerStars, qu'est-ce qu'il a fait, donc, Isaïe Alors, globalement, ce qu'on a obtenu très très vite, c'est que il est revenu au no flop no drop. Ce qui est plus symbolique qu'autre chose, enfin surtout à l'époque. Maintenant sur PokerStars, il y a beaucoup plus de joueurs pros et du coup le no flop no drop, ça doit leur coûter un petit peu cher, pas énorme, mais un petit peu quand même. Mais à l'époque, il y avait très très peu de mains qui ne voyaient pas le flop. Donc de toute façon, c'était plus symbolique qu'autre chose. Mais je pense que il faut être totalement honnête. C'est pas un cadre de grande entreprise. C'est un mec qui a fondé sa boîte, qui connaît le poker et qui aime le poker. Et je pense que quelque part pour lui, le fait qu'on soit taxé pré-flop, ça devait le choquer, tu vois. Et donc il a décidé de le prendre à la charge de PokerStars. Ouais. Pour corriger le tir, on va dire. Ouais. Et derrière, on a obtenu une diminution globalement de 1% de son rec. Et une diminution de 50 centimes du cap dans certains pots. C'est-à-dire qu'avant, le cap était à 3,50 € dans pas mal de situations. Ouais. Le cap, c'est le niveau maximal du prélèvement en cash game. Et là, ils ont réduit à 3 € assez vite. Donc à partir de là, nous, on s'est estimé satisfait parce que c'est vrai que ça reste un rec relativement élevé, mais c'est même pas le plus élevé du marché. Alors, est-ce qu'on peut le comparer avec le .com quand même pour avoir une idée? Quand même, là, tu parles de 6%, c'est ça?
Si c'est des poussières. Si c'est des poussières. Et sur le point com, tu sais à combien il était? Ah bah c'était 5%, capé $3 et capé 0,5. D'accord. Donc au départ, il était à plus de 7% en fait. Il était à 7,69. 7,69, presque 8% en fait. Presque 8%. L'idée étant pour eux que c'était 5% plus 2% plus ce qui reversait aux joueurs à cause du programme de fidélité. On a expliqué que c'était un petit peu abusé. Maintenant, avec un rec à 6,69, PokerStars est pas très intéressant pour un joueur occasionnel. Par contre, pour un joueur qui joue énormément et qui va bénéficier du programme de fidélité, ça devient très très vite un rec très compétitif. D'accord, ouais. Ouais, grâce au programme, hein. Grâce au programme. Uniquement grâce au programme. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est pour Winamax, par exemple, ce serait plutôt parce qu'ils sont un petit peu moins. Alors, ils ont un programme de fidélité qui est beaucoup moins bien, mais ils sont un tout petit peu au-dessus de 5%. Et voilà, ils sont moins chers, ouais, c'est ça. Ils sont moins chers. Donc, quelqu'un qui veut jouer de façon occasionnelle et qui attache de l'importance au rec, ce qui est assez rarement le cas des joueurs occasionnels, a tout intérêt à jouer sur Winamax, plus que sur PokerStars. D'accord. Bon, globalement, par rapport à ça, satisfait quand même des négociations? Nous, les négociations avec PokerStars se sont très très bien passées. Comme je le disais, c'est bien d'avoir un négociateur en face de toi qui est pas forcément quelqu'un de très... Enfin, comment dire tu vois, le faire céder sur un point, c'est pas évident. Ouais. Mais d'un autre côté, une fois qu'il a dit qu'il faisait quelque chose, il le fait. Ouais, ça c'est bien. Il a réagi tout de suite. Ouais. Voilà. La plupart des modifications, la modification finale où il baisse le reg de 1%, ouais. On termine la discussion à, je sais pas, 10h du soir. C'était par mail. On avait pas mal d'échanges de mails à ce moment-là. Ouais. Et à 10h et à minuit, toutes les tables qui sont créées à partir de minuit ont la nouvelle structure de reg. Ouais, ça c'est génial, ça quand même. Faut lui rendre hommage pour ça quand même. Ouais. Ah oui, et pour son écoute, c'est-à-dire que mine de rien, c'est un des rares patrons de sociétés de poker que j'ai eu en ligne. Enfin, il y a Dreyfus aussi de Chili Poker. Oui, Alexandre Dreyfus, ouais, qu'on va recevoir certainement bientôt dans l'émission aussi, ouais. Et les autres, ils sont pas. Tu les as contactés, ils sont pas prononcés? Alors, on n'a pas spécialement cherché à contacter des gens parce que nous, on est dépendant de la communauté. Hein, je veux dire, on avait essayé de faire un sit-out sur Party Poker qui avait été un échec complet. On avait essayé de faire un sit-out sur, en même temps, le sit-out sur Winamax n'avait pas très très bien marché. Donc, à partir de là, nous, on peut pas faire beaucoup plus que la demande, quoi. Enfin, des gens et puis voilà. Ouais. Si les joueurs nous soutiennent pas. Bah, évidemment. On va pas, tu vois. Bon, d'accord. Ok. Bon, alors, est-ce que dans ces négociations, il y a quand même une autorité au milieu là qui s'appelle l'Argel. Est-ce que tu as eu des contacts avec l'Argel? Alors, pas du tout, parce que c'est une grande incompréhension que je vois sur plein de forums. L'Argel n'a aucun pouvoir. Et ben justement, c'est bien que tu en parles, parce que tout le monde parle de l'Argel, et effectivement, il n'y a aucun pouvoir politique, mais ça serait bien que tu développes ça pour nous expliquer. En gros, le seul pouvoir qu'a l'Argel, c'est d'attribuer ou de retirer des licences d'exploitation. D'accord. Et de surveiller ce qui se passe. Voilà. Donc, ça présente absolument... pas d'intérêt, quoi. Pas d'intérêt pour nous d'aller les voir. Je pense qu'on pourrait être amené à être en contact parce qu'il va se passer un certain nombre de choses et eux vont avoir leur mot à dire dans certains processus qui vont avoir lieu. On reviendra plus tard dessus. Mais à part ça, l'Argel n'est pas responsable de ce qui se passe. Même si l'intégralité des gens à l'Argel étaient convaincus que le mieux pour la situation du poker en France, c'est que le REC soit ramené à 0. Voilà quoi, ils n'ont pas leur mot à dire quelque part dans le processus. C'est pas eux qui décident. Il faut bien comprendre, c'est Bercy qui a fait le projet de loi, qui l'a présenté au Parlement, puis au Sénat. C'est le Parlement et le Sénat et Bercy qui sont responsables de la situation actuelle. Ouais.
Donc c'est le gouvernement plus le législateur. Donc bon, voilà. Bon, c'est clair. C'était bien de le préciser parce que on voit beaucoup de posts sur les forums, y compris sur Poker Stratégie et sur bien d'autres où l'Argel est toujours mise en cause, etc. Mais c'est une autorité de régulation et voilà. Et donc elle a pas non plus les pouvoirs politiques, quoi. Il faut bien le savoir. Elle surveille. Elle n'a pas le mandat de changer la loi ni quoi que ce soit. Ouais, voilà. Après, elle a une certaine liberté dans la façon dont elle va appliquer la loi, mais par exemple, elle ne pourra pas bouger sur le taux de REC, ils ne pourront pas changer non plus le cloisonnement entre Français ou les variantes qui sont autorisées, et c'est ça les sujets qui nous concernent. Voilà, exactement, ouais. Eh ben, on va parler de ça. Je voulais te demander quand même avant si cette association, ce type d'association, est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs dans le monde? Par exemple, je parlais de Tout plus tout à l'heure, où on a vu les Américains. Tu nous as parlé brièvement de... Alors, aux États-Unis, il y a la PPA, ouais, c'est... Alors, la PPA, c'est quoi la PPA? Alors, c'est une association qui a été créée, je crois, je sais plus si elle est antérieure ou postérieure à l'UIEGA, enfin la loi qui interdit le poker aux États-Unis. Mais c'est une association de joueurs, qui est une association américaine, donc c'est un peu particulier. Ils ont beaucoup de moyens, ils sont assez lourds, ils sont très bien organisés. C'est une très grosse association et ils sont assez efficaces en termes de lobbying. Alors pour l'instant, ils n'ont pas obtenu grand-chose puisque c'est des opérations qui prennent du temps. Mais ils ont été assez efficaces pour réunir un très grand nombre de joueurs, pour obtenir un soutien de la part des sites. Par exemple, une des choses qui peut se produire aux États-Unis, c'est que Full Tilt et PS organisent très régulièrement des free rolls où ont le droit de s'inscrire les membres de l'association. Ah bon? Voilà. Et ça rapporte des inscriptions à l'association. Sachant que plus une inscription est forte, en nombre de membres, plus elle a un pouvoir politique important. Alors ça, c'est très américain, ça. Tout à fait. Ils ont d'ailleurs un soutien... après, il faut bien comprendre que la situation est très différente de la situation... Ouais, mais comment ils agissent, eux? Ils font pas de sit-out, quoi. Ils ont jamais fait des trucs pareils, quoi, tu vois. Voilà, mais par contre, ils ont des permanences, c'est-à-dire que en plus des membres du bureau, l'association a des moyens financiers suffisamment importants, entre autres parce qu'elle bénéficie d'un soutien financier actif de la part de PokerStars, Full Tilt et peut-être d'autres sites de poker, je ne sais pas. Mais ils ont des permanents qui sont des lobbyeurs professionnels qui sont à Washington et dont le but est d'influencer les décisions du Sénat américain et de la Chambre des représentants. Mmh. Donc c'est déjà des choses à beaucoup plus long terme. Après, la différence essentielle qu'il y a entre la situation en France et la situation aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, les intérêts des joueurs de poker et les intérêts des sites de poker sont les mêmes. Le but, c'est que le poker soit autorisé aux États-Unis. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Ah oui. Alors qu'en France, en France, la situation est moins claire. Ah oui, mais non, parce qu'il l'est maintenant. Mais c'est pas les mêmes revendications, quoi. Voilà, ça va pas être les mêmes revendications avec tout le monde. Par exemple, si on prend le problème du cloisonnement, les joueurs ont envie que le cloisonnement, au moins sur les MTT, disparaisse. Bah oui. Voilà. C'est le cas de, par exemple, PokerStars ou Full Tilt. PokerStars ou Full Tilt seraient très contents qu'il n'y ait plus de cloisonnement parce que ils pourraient dire, voilà, nous, tous les week-ends, on a un Sunday Million. Ouais, voilà. Ce qui serait un argument très intéressant. C'est le bon exemple, le Sunday Million, par exemple. Voilà. Et plein d'autres tournois, parce que à la limite, le fait de participer au Sunday Million, si on se place juste en termes d'espérance de gain pour un joueur professionnel, moi c'est quelque chose que j'avais pas très très bien compris au départ. On peut se dire oui, mais voilà, le ROI sur les tournois où il y a que des Français, étant donné que les Français sont plutôt fichis, ça doit être plus intéressant que le ROI qu'il y a sur les tournois américains. Ouais, mais le prize pool c'est pas le même. Hein. Et le prize pool, à la limite, il vaut mieux jouer un tournoi avec un ROI supérieur et moins de joueurs pour un professionnel que de jouer un tournoi avec un ROI plus faible et plus de joueurs. Parce que plus il y a de joueurs, plus il y a de variance. Et ce que tout joueur de poker recherche, c'est un ROI important et avec stable. Le moins de variantes possible. Moins de variantes possible, bien sûr, oui. Voilà. Le problème, par contre, qui concerne y compris les pros, c'est que là, actuellement, un joueur de tournoi professionnel sur les points .fr, il n'y a juste pas assez de tournois.
C'est-à-dire qu'un gars qui avait l'habitude sur PokerStars, plus Full Tilt, plus je sais pas quel autre site, de jouer 3-4 000 euros tous les soirs. Voilà, c'est ça, ouais. 20-30 tournois d'affilée. Voilà, bah ça, il peut plus le faire. C'est fini. Et donc pour eux, c'est vraiment problématique. Il y a des joueurs de tournois professionnels qui sont dans une situation assez mauvaise à cause de ça. Mais donc sur le cloisonnement, c'est évident que certains sites ont tout intérêt à ce que le cloisonnement saute. Par contre, si on prend le cas de la Française des Jeux, ou même de Winamax, bah eux, c'est pas leur intérêt, parce que là, actuellement, Winamax est dans une situation où c'est le principal concurrent de PokerStars, et où ils sont solides, et où PokerStars n'a pas un avantage concurrentiel démentiel. Non, parce que Winamax, il y a un historique, c'est que c'était beaucoup de joueurs français déjà. Voilà. Et en nombre de joueurs, c'est vaguement comparable. Ouais. Si à un moment, il y a un décloisonnement, bah là, on va se retrouver dans une situation où ça sera plus du tout comparable. Et du coup, c'est pas très intéressant pour pas mal de monde dans l'industrie du poker en France d'avoir un décloisonnement. Et c'est ce genre de point où il va y avoir des conflits d'intérêts. Pareil, on pourrait... bon, c'est une question qu'il faut se poser, mais si on prend la situation dans les pays nordiques, les pays nordiques ont une position très différente de la France, c'est-à-dire que soit ils ont interdit, soit ils ont autorisé, à la limite, ça c'est pas... Enfin, comment dire, ils ont fait, OK, nous, on va demander à l'équivalent de la Française des Jeux de monter une offre de poker et on va interdire ou autoriser les points com à côté. La particularité de notre offre de poker sera que pour éviter tout risque de fuite, le REC sera très faible. Et quand je dis très faible, le REC sur les sites nordiques, c'est du 2%. Alors oui. Capé à 50 centimes. Mais tu sais que chez les Nordiques, il y a aussi un autre truc, c'est qu'ils sont imposés sur les gains, ce qui n'est pas le cas en France. Tout à fait, mais à la limite, c'est plus logique. Alors bon, enfin non, mais il faut faire le calcul. Pour la plupart des joueurs, parce que, attention, on s'entende bien, là la loi ne dit pas que les joueurs ne sont pas imposables. Elle dit pas l'inverse non plus. Elle dit pas l'inverse non plus, mais Bercy aimerait bien imposer les joueurs de poker. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Pour l'instant, c'est pas légal d'imposer puisque le poker fait partie des jeux de hasard. Hein, bon, il paraît. Oui, il y a une ambivalence, mais rien. Voilà. Comment dire ? On peut très très bien imaginer dans assez peu de temps de voir débarquer une nouvelle loi qui modifierait l'aspect le jeu de hasard, parce que en théorie. Honnêtement, je m'y attends un peu moins, mais dans voilà. Et du coup, là, on serait perdant sur les deux tableaux. Exactement. Mais ça serait un bad beat de plus. Voilà, avec un problème d'évasion, pas d'évasion fiscale, mais je pense qu'il y aurait énormément de joueurs professionnels qui partiraient immédiatement. Il y en a déjà qui sont partis, mais il y en aura encore plus. Oui, ça c'est clair. Ouais. Bon alors justement aujourd'hui on en est où alors parce que bon on a parlé un petit peu de tout ce qui s'est passé. Bon j'ai dit au début que vous aviez rencontré, je parle de un homme politique. Alors il s'agit du sénateur François Trucy. Tout à fait, sénateur du Var. Voilà. Et c'est le rapporteur de la loi au Sénat. Hein. Donc comment s'est passé l'entretien ? Je crois que c'est toi qui l'as vu. Oui, tout à fait. J'ai d'abord été au Sénat, au Palais du Luxembourg. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. En fait, on s'était déjà parlé au téléphone lors d'une émission de poker, d'une émission de radio sur le poker. Ouais. Et il nous avait proposé de le rencontrer à la rentrée parlementaire. Donc, c'était en juillet. Donc, je l'ai recontacté. Et là, il a tenu parole, donc. Il a parfaitement tenu parole et j'ai eu l'occasion de le voir mercredi dernier. Génial. Donc, voilà. Alors, tu vas pouvoir nous parler de ça. Alors, deux questions de base. D'abord, combien de temps ça a duré cet entretien ? Est-ce que tu as eu le temps Une heure, d'accord. Est-ce que tu as eu le temps d'aborder à peu près tous les sujets dont tu voulais parler ? Alors, j'ai eu le temps d'aborder à peu près tous les sujets dont je voulais parler, à l'exception d'un seul, qui était le cas des formes de poker qui ne sont pas autorisées actuellement. D'accord. J'ai juste oublié. Ouais, c'est pas grave, mais enfin, il y a déjà... Mais à culpa, mais à maxima culpa. Okay. Bon, t'as eu le temps de développer tous les autres sujets quand même, bon, c'est bien. Alors, comment ça s'est passé ? Dis-nous, est-ce qu'il t'a bien reçu ? Est-ce que il était... reçu, il était très intéressé. En fait, pour l'instant, il n'avait pas été réellement en contact avec des représentants des joueurs. Et je pense que lui, ça l'intéressait d'avoir un représentant des joueurs pour avoir un avis
qui ne soit pas celui de l'industrie du poker. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de... Enfin, pour l'instant, les sénateurs ont été confrontés aux fonctionnaires de Bercy d'un côté et aux membres influents de l'industrie de l'autre. Mmh. Voilà. Donc, il était très curieux. La première demi-heure a quasiment été consacrée uniquement à une série de questions sur déjà qu'est-ce que c'était que le poker, comment ça se fait qu'il y avait des joueurs gagnants, ça l'intéressait pas mal. Questions assez variées, puis des questions plus précises sur est-ce que les sites font de l'argent en France, ce genre de choses. Mmh. Donc j'ai essayé d'apporter les réponses les plus précises possibles à chacune de ces questions. C'était assez détendu. Et ensuite, on a parlé de la situation légale, de ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors, d'abord, le point le plus positif qu'il y a eu, c'est que comment dire, quand j'ai posé la question sur qu'est-ce qu'il est faisable de modifier dans la loi, sa réponse a été on ne peut plus claire, c'est on réexaminera la loi sans tabou. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très positif, puisque on va avoir l'occasion de discuter avec lui et d'obtenir... Il sous-entend par là quand même qu'il est capable de revoir tous les textes. Tout. Vraiment? Oui. Tu l'as senti sincère là-dessus, c'est pas... Je l'ai senti sincère là-dessus, il y a pas de problème. Après, il faut que ce soit justifié, c'est-à-dire qu'il va pas s'amuser à... Mais il n'a pas de... Comment dire ? Lui, en tant que sénateur, n'est pas attaché à un point particulier de la loi. La loi a été mise en place assez rapidement, il y avait une urgence liée à la Coupe du Monde, puisque c'est la loi sur le poker est arrivée en même temps que la loi sur le... C'était surtout pour les paris sportifs, oui, c'est ça. Oui. Alors, je pense qu'entre autres, pour les paris sportifs, ils sont assez peu prêts à modifier quoi que ce soit. Mais pour le poker, à mon avis, ils gardent une attitude très ouverte. Ah, il pourrait faire presque une exception culturelle pour notre jeu, alors. Ça serait pas mal, oui. Après, il faut le convaincre, c'est toujours pareil. Bien sûr, mais on compte sur toi, justement. J'espère qu'il y arriverait. Mais donc voilà, c'est son point de vue sur la question, c'est qu'on peut remettre en cause absolument quelque part tout dans la loi. Bon, alors ça c'est super. Vas-y, ouais, continue. Et donc, par exemple, au niveau des questions-réponses qu'il m'a posées, on a parlé typiquement du blanchiment, enfin des problèmes liés au blanchiment. Voilà. Et ça, c'est l'argument principal. Voilà, c'est l'argument principal. La lutte contre le décloisonnement. Et le blanchiment et puis l'addiction. C'est les deux moteurs. Hein. Mais le blanchiment, c'est ce qui fait qu'on est censé jouer entre Français. Quand on lit les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, il y a on peut aller voir sur le site de l'Assemblée nationale ou sur le Sénat, l'intégralité des débats sont... J'avais suivi à l'époque, oui. Sont consignés. On se rend compte que les sénateurs et les députés se sont posés pas mal de questions là-dessus et que même le gouvernement, et que quelque part, ils n'étaient pas très très sûrs d'eux, qu'ils ont tu vois, ça donne presque le sentiment qu'ils ont fait ça rapidement pour éviter tous les problèmes. Et qu'ils n'étaient pas... Et qui disaient que dans 18 mois, de toute façon, on pourra revoir nos trucs, quoi. Voilà. Alors après, sur le délai de 18 mois, là, c'est plus problématique. Parce que 18 mois après la promulgation de la loi, c'est donc en novembre de l'année 2011. Le problème de novembre 2011, c'est que c'est assez proche de décembre 2011, période de vacances pour les parlementaires. Et que décembre 2011, c'est assez proche de janvier 2012, période pendant laquelle les gens seront déjà plus occupés, préoccupés par les futures élections présidentielles et législatives que par une loi sur le poker. Ah, oui. Donc, on risque d'avoir un délai. Et honnêtement, en tant que joueur, je ne sais même pas si... parce que bon, dans la loi, ce qui est marqué, c'est que on évaluera... Le ministère évaluera sur la base d'un rapport fourni par les parlementaires s'il est bon ou non de revoir la loi et quand. Et qu'il y a un délai minimum de 18 mois qui est fixé. Donc, soit au bout de 18 mois, ils décident de revoir la loi tout de suite. Mais c'est pas tenu à 18 mois, c'est le minimum. C'est pas du tout tenu à 18 mois. Donc, ça peut être beaucoup plus loin.
Voilà, Dans soit le temps. ils expliquent, on est en train de travailler dessus, on verra plus tard. D'accord. Mhm. Et je sais même pas quel est notre intérêt, nous, en tant que joueurs de poker, parce que tout le monde va hurler quand je vais parler d'un an de plus, mais si la loi est révisée en novembre 2011, j'ai très très peur que cette révision soit très rapide. Et qu'en gros, il fasse juste du cosmétique. Ah, d'accord. Ouais. Des rustines, Donc, quoi, pour contenter voilà. un peu le peuple, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'éventuellement, ils vont rajouter le OMA ILO limit. Ouais. Et il risque pas si tu y en as pas parlé. non, parce que ça, ils en sont conscients. C'est à la limite, ce point-là, ils en sont parfaitement conscients. D'accord. Okay. C'est plus leur expliquer en long, en large et en détail pourquoi est-ce qu'un cap à 1 euro, ça tue le heads up en NL100 et pourquoi est-ce que le cloisonnement n'a aucun sens parce qu'organiser des transferts de fonds entre joueurs sur un MTT, c'est pas possible, qui a de l'importance. Ça, par exemple, j'ai eu l'occasion de lui expliquer longuement pourquoi est-ce que le poker pouvait servir pour faire des transferts de fonds, que c'était assez facile à organiser, que c'était déjà surveillé par les sites, même à l'époque du .com, donc que déjà ça n'avait pas trop de sens, que la surveillance était très très active, mais que en plus c'était relativement intéressant comment dire, que pour les MTT c'était pas possible, qu'il fallait être 5000 et que même en étant 5000, le problème, ça allait être les 1000 gars supplémentaires qui allaient s'inscrire au MTT. Oui, exactement, oui. Et qui allaient chercher à rafler la mise. Et qu'il n'y avait aucun moyen d'organiser ça. Donc, ça n'avait aucun sens. Est-ce qu'il a compris? Est-ce que tu penses qu'il a compris? Il a parfaitement compris. Ouais. C'est quelqu'un d'assez étonnant parce qu'il est très curieux et très agile intellectuellement. D'accord, oui. Donc, il comprend vite et je pense que du coup, ça n'a... Sanatorium? Pardon? Sanatorium? De quoi? Comment ça? Non, rien. Ça n'a rien à voir en fait. Non. Alors bon, alors c'est bien. Tu as parlé du cloisonnement, etc. Alors justement, avec lui, est-ce que tu as pu séparer les choses? Par exemple, on va parler de savoir si on a bon espoir de voir des améliorations dans l'avenir sur plusieurs choses. C'est-à-dire, par exemple, on peut séparer. On va parler de ça séparément. Le cash game d'un côté, les tournois de l'autre. les sit and go, justement les variantes qu'on dit exotiques. Alors exotique, ça me fait bien marrer. Ça n'a rien d'exotique pour certains d'entre nous. Moi, je suis par exemple un joueur de mix game, tu vois. Alors je suis bien embêté aujourd'hui, tu vois, sur le .fr. Et puis le cloisonnement des joueurs dont tu viens de parler aussi. Alors voilà. Est-ce que tu as pu séparer Est-ce que tu as pu séparer un petit peu les choses, lui parler de chaque truc? Abordons les trucs un par un. Par exemple, le cash game. C'est le problème principal des joueurs puisque c'est je pense la plus grande fréquentation peut-être avec les tournois aussi, mais de joueurs de cash game, par exemple le truc de la taxe pré-flop. Ça, est-ce que tu en as parlé? Est-ce qu'il a pu comprendre l'impossibilité de choisir son siège sur certaines rooms, par exemple? C'est un truc aberrant. Ouais, ça, je pense que c'est. Alors, j'ai pas parlé de l'impossibilité de choisir son siège parce que honnêtement. Mais c'est pas le cas sur PokerStar d'ailleurs. Hein. Oui, c'est pas le cas sur Winamax. Alors c'est le cas sur Bwin, je peux le dire. Ouais, mais je crois que c'est les seuls quasiment. Ah bon, d'accord. Ouais. Alors, mais sur PokerStar, c'est pas le cas. Ouais, c'est vrai. Donc bon, si c'est les seuls, alors bon, c'est autre chose. Ouais. Mais parce que en fait, oui, Bwin, ils disent que c'est un truc qui est dans le texte de l'Argel. Donc normalement, c'est une condition. Mais si c'est les seuls à faire ça, donc c'est un peu bizarre, quoi. Les autres respectent pas et je sais pas, j'en sais rien. Il faudrait voir exactement. Ouais. Mais bon, alors là, bon, je me suis. Comme on sait pas, on passe là-dessus. C'est plutôt alors en gros moi sur le no flop no drop. Ouais, par exemple. Ouais. J'en ai pas parlé parce que globalement on n'a pas tellement d'arguments. Il faut bien voir qu'on est dans une situation où la seule fiscalité préexistante à la fiscalité sur le poker, sur les sites en .com, en .fr, c'est la fiscalité sur des casinos en dur. Et que les casinos en dur payent un REC sur préflop qui peut être très élevé puisque c'est du 4% non capé. 4%, ouais, c'est ça, ouais. Non capé, ouais. Et du coup, on n'a pas d'argument fiscal fort pour demander à ce que ce soit supprimé, si ce n'est de dire sur les .com ça n'existe pas et ça serait mieux.
Bon, on peut rassurer quand même les joueurs que c'est pas ça qui est le plus important dans le win rate. En plus, dans le win rate, c'est effectivement assez faible. Après, les points sur lesquels moi je tenais à obtenir, à faire passer mon message, c'est obtenir, lui expliquer le problème lié au cap à 1 euro et au fait que c'est très bien quand on est 9 autour d'une table, mais quand on est en heads up, c'est pas possible. Que c'est possible en PLO sans aucun problème, parce qu'en PLO, on a des win rates qui sont très élevés, mais que par contre, ça tue le limite. Et là-dessus, on a un argument qui est... Ah oui. Voilà. Ça, c'est tout horrible. À fait compréhensible de la part d'un sénateur qui est que UMP, qui est que trop d'impôts tue l'impôt. Et on est exactement dans cette situation-là. Et à partir de ce moment-là, et on pourra obtenir les chiffres des points .com, je pense que les sites seront ravis de nous les fournir, on peut montrer assez facilement que si on a une taxation qui est trop forte, on a des jeux qui disparaissent et que, par exemple, il va y avoir sur l'ensemble des mains qui sont jouées, je sais pas, je dis les chiffres au hasard, mais on va dire 20% de heads-up cash game no limit sur les points .com et que ça tombe à 3% si on prend les points .fr. Et ce type d'argument est parfaitement compréhensible pour des sénateurs qui vont effectivement se dire que une imposition n'a pas pour but de tuer une activité et que si soit en gros ils disent le poker en limite ça n'a aucun intérêt, on le supprime, soit ils disent ça existe mais à ce moment-là on met pas une imposition trop forte puisque c'est pas leur intérêt, c'est pas le nôtre. C'est une horreur le limite, moi qui suis joueur de limite. C'est juste pas possible. Non, mais attends, c'est monstrueux. Il faut gagner 10 BB100 pour que ce soit rentable. Et alors, quand tu sais que les grands joueurs de limite sont à 1 BB100 ou 2 BB100 de win rate, et c'est vachement bien. En plus basse limite, c'est un peu plus, mais bon, quand tu fais 5 BB100, c'est déjà pas mal, quand même. Et tu t'en sors pas là. Oui. Alors je veux dire, c'est injouable, quoi. C'est impossible. Ce genre de choses sur lesquelles on a des arguments. Après, pour être très clair dans la situation vis-à-vis du sénateur, ce qu'il y a de positif dans cet entretien, c'est d'abord que je suis tombé sur quelqu'un d'intelligent et en plus, il est prêt à écouter nos arguments. Très bien. Que lui, en tant que sénateur qui s'occupe spécifiquement de cette loi, va être chargé avec François Lamour, Jean-François Lamour, Jean-François Lamour, qui est ministre, son équivalent député, vont être chargés de remettre un rapport à Bercy en mai, et que il m'a donné les coordonnées et je peux appeler de sa part le député Lamour. Ça va nous permettre, en gros, si on fait bien notre boulot, de participer à la réflexion sur la loi et de donner des arguments. D'accord. C'est une bonne chose, ça. Voilà. Rien de plus. Ça reste des gens qui, une association, on serait 10 000, ça n'aurait aucune importance. Tant qu'on n'est pas 50 000, 100 000, 200 000, on n'a pas de poids politique. Non, c'est clair, oui. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus une question on va pouvoir apporter des arguments dans certaines situations bien précises. Et donc, il faut mener une réflexion sur l'ensemble des points et essayer de trouver des arguments qui vont les convaincre. Sur le no-flop, no-drop, par exemple, moi, je suis à sec. Si quelqu'un a des idées... Ok, d'accord. Non, mais c'est bien de le dire. Mais très honnêtement, moi, je suis à sec. À la limite, c'est peut-être pas le plus important. Mais par exemple, sur les MTT, sur le cloisonnement des MTT, je suis pas du tout à sec. Voilà, cloisonnement des MTT. Ça, c'est une aberration. Pour un joueur de tournoi est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et la façon dont on doit présenter dont je pense qu'on doit présenter les choses, mais la façon dont je vais essayer de travailler avec eux, c'est de dire ok, parce que il n'y a pas d'argument légal ou quoi que ce soit ou de liberté, mais par contre il y a un argument qui est très simple et qui est tout à fait compréhensible pour eux, c'est l'offre en France, c'est des tournois où on peut gagner grosso modo 30 000 € les bons jours. L'offre au niveau international, c'est le gagnant du tournoi, il gagne 250 000 $ toutes les semaines. À partir de là, pour beaucoup de joueurs, si on maintient une situation dans laquelle les MTT sont cloisonnés, il va y avoir une fuite et il va y avoir un développement de l'offre illégale, ce qui n'est pas leur intérêt. Donc typiquement, ça donne un argument pour pousser vers le décloisonnement pour les MTT. Et ça va être sur tous les points, il va y avoir une réflexion à mener pour obtenir un argumentaire qui peut les convaincre. Ok. Voilà. Très bien, très bien. Alors, très bien pour les tournois. Alors, est-ce qu'on peut parler des sit and go ?
par exemple, qui sont des petits tournois aussi. Mais alors, je vais prendre une question de King of Donk qui alors je vais te la lire. Je sais pas moi si j'ai bien compris la question. Tu vas me dire si tu l'as bien compris toi. Mais en tout cas, ça parle du REC évidemment. Alors il dit, il te pose une question. Vous ne pensez pas que dans vos revendications, en parlant de l'association évidemment, il faudrait ajouter de revenir à un système de REC plus échelonné que ça? Point d'interrogation. Un MTT qui dure 8 heures, ça bouffe peut-être plus de ressources qu'un Sit and Go turbo qui dure 10 minutes. Et ça devrait se ressentir sur la partie de la room. Alors, le joueur de Sit and Go va payer 40 fois plus de REC pour le même buy-in et il est loin de pouvoir atteindre le même ROI. Alors, voilà. Alors, on a perdu, il dit, la diminution du REC en montant de buy-in et pour les games turbo, super turbo, mais ça existait avant. Et cette disparition peut pas s'expliquer uniquement par les 2% étatiques. Alors, Tout à fait, pourquoi ne pas ajouter ce point aux revendications? Alors, ça en faisait partie. J'ai eu des longues conversations, des longues conversations. Non, j'ai eu genre 5 échanges de mails avec Isaïe pour essayer d'obtenir ça précisément. C'est-à-dire que les hyper turbos, alors déjà les hyper turbos, il n'y en a pas sur Stars, mais que les turbos que ce soit plus échelonné. Avec un REC plus en relation avec ce qui se passe sur les .com, parce que ça reste une situation dans laquelle on prend la taxe du .com sur PokerStars, enfin on prend la fee du .com, on rajoute 2%, on n'est pas au chiffre qu'on a sur le .fr, on est en dessous. Donc c'est un des points sur lesquels j'avais essayé d'obtenir quelque chose. Il me semble que ça a légèrement évolué depuis qu'on en a discuté, mais j'ai pas refait les calculs, je sais pas où ça en est. Ça fait partie des revendications. Le problème, c'est que là, je me suis fait envoyer bouler sur le thème. On en discute en décembre, janvier, puisque de toute façon, PokerStars a pour politique de revoir tout ce qui est REC et FI et programme d'affiliation en janvier. Donc peut-être qu'on aura quelque chose en janvier, mais là, moi, j'ai pas réussi à passer, quoi. Ok, bon, très bien. C'est particulièrement, je m'étais intéressé au cas des SNG Heads Up et ouais, alors parlons du Heads Up. Alors les HU, c'est quand même un scandale. Il y a King of Dons, justement, lui il joue du Heads Up, je crois. Il y a Titsé qui s'intéressait au Sit and Go aussi. Bon, le HU, bon, il y a le cash game, il faut séparer les deux choses. Là, on a l'impression que jouer du HU aujourd'hui, c'est carrément pas possible. C'est un peu comme le limite. Hein. Oui, alors. Ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de la limite et de la forme. Oui, c'est vrai, ça dépend de la limite, ouais, exact, oui. Puisque le reg va avoir plus ou moins d'importance. Oui. Le heads up. Mais quelqu'un qui veut démarrer en heads up, il est mort. Hein. En cash game, c'est pas possible. Il est mort. Hein. En sit and go, ça a l'air un peu plus faisable. J'ai fait une expérience, tu sais, je te le dis. J'ai été jouer à un HU cash game en NL4. Sur Bwin, d'accord? Ouais. J'ai gagné 3 caves. Ouais. Mais au départ, j'en avais perdu une. Bon. Et le truc, il a duré 3 heures. J'ai eu un mal de chien à récupérer mon truc et ça a duré 3 heures. Je suis sorti, j'étais même pas break-even, j'étais perdant. Oui, ça me surprend pas du tout. En gagnant 3 caves. Le REC, alors ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que déjà sur les .com, on considérait qu'en dessous du NL50 c'était pas possible et que c'était possible que sur Full Tilt et PokerStars parce que c'était les deux seuls sites à ma connaissance qui avaient un cap à 0,50 $ en heads up, alors que la plupart des autres sites étaient à 1 $. Bon, là on est à 1 € plus que prend le site, plutôt dans les 1,50 €. Il est évident que c'est difficilement profitable. Il faudrait faire une table sélection de fous furieux et être un très bon joueur de heads up pour que ce soit profitable. Moi, ça m'arrive sur certaines tables, même en NL100, de faire vu le gars que c'est, je reste parce que je vais battre le rec, mais ça demande quand même un client assez particulier, on va dire. T'en as parlé de ça? Est-ce qu'on a un espoir que ça s'arrange? Ça fait partie des points sur lesquels c'est pas l'intérêt de l'État d'avoir une taxation trop forte, parce que si la taxation est trop forte, pour eux, ça signifie qu'il y aura pas d'impôt. C'est simple, c'est des formes de poker qui n'existent pas, ça fait pas de rentrée fiscale. Donc ça, je pense qu'on peut obtenir quelque chose.
Maintenant, ça nécessite une modification forte de la loi, une remise en cause de la fiscalité, ce qui n'est jamais simple à obtenir, mais on peut peut-être réussir à obtenir quelque chose. J'en sais rien. Disons que comment dire, c'est pas mort. Il y a de l'espoir, et par contre, je peux rien promettre. Mais donne-nous de l'espoir parce que il y a quelques joueurs de HU sur le site. On n'est pas nombreux des fois, mais bon, c'est imbattable quoi. Bah là, il va falloir réussir à obtenir quelque chose qui va rendre à mon avis, très honnêtement, ça sera très difficile de rendre le heads-up intéressant en dessous du NL200. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, les gens qui jouent déjà au NL200 et plus, bon, c'est autre chose, mais ceux-là, ils ont déjà fait leurs preuves, hein. Mais les gens qui sont en dessous, dis non, ils rament, mais grave, hein. Voilà, et pour le rendre intéressant en NL50, il faudrait réussir à avoir un cap à 0,5. Un cap à 0,5, ça me paraît difficile. Pas impossible, mais très difficile. On va voir. Puisque 0,5, il faut que le cap à 0,5 comporte la taxe de l'État, donc divisé par 2 et un peu plus, pour que le site quand même fasse un peu d'argent. Et c'est le cumul des deux rend ça assez délicat à obtenir. Peut-être. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas. D'accord, ouais. Et les sit and go HU, c'est pareil, c'est assez fort à la taxation, hein. Ah bah la taxation est la même la taxation est de 2% comme partout. Après on a des politiques tarifaires très très disparates. Everest est tranquillement à 10%. Et sans Poker Stars, il me semble que c'est plus de l'ordre de 7. Ouais. Bon, et puis c'est 7 avec un bon programme d'affiliation. Et le sit and go heads up, c'est quand même le truc qui te permet de devenir Supernova Elite le plus facilement. Mais bon, ça reste. Oui, mais quand tu sais qu'un bon joueur de sit and go, il a quoi, 56-58% de ROI. De win. C'est bien, quoi. C'est pas mal, hein, déjà, d'avoir ça. Ouais, ça lui fait un ROI à 3%, quoi. Ouais, c'est pas mal, mais bon, non, ça fait cher quand même, quoi. Non, ça fait un peu plus, puisque si je regarde là, limite par limite, ouais, il y a un truc où j'ai 55,6 d'ITM et ça fait 2,6 en ROI. À 61, t'es à 13. Voilà. Bon, mais 60%, c'est énorme quand même. C'est énorme. 60%, c'est énorme. Ça me semble difficilement faisable à partir. 56-58, c'est les bons joueurs, je te dis, hein. Oui, je sais très bien. Donc voilà. Après, ça va être très dur de dépasser les 5% de ROI sur le sit and go heads up. Mais c'est déjà mieux que le limite, où je pense que honnêtement, le limite de 4, c'est juste pas possible d'être gagnant, je suppose. Ah, puis en dessous, c'est l'enfer, quoi. Non, mais c'est ça, c'est terrible parce que, mais ce qu'il y a, c'est que c'est décourageant pour les bons joueurs en devenir aussi, tu vois. Donc, les bons joueurs en devenir, ils sont dans une position qui est très délicate. Ils n'ont pas la bankroll pour aller plus haut, tu vois. Et comment ils font, ils peuvent pas battre même si tu fais des win rates de fou, tu arrives pas à passer le rec, quoi, tu vois. Alors, oui, il y a des phénomènes de palier en plus où parce que le niveau devient plus élevé, tout le monde se retrouve au même niveau. Avec à ce niveau-là, il y a énormément on bat difficilement. La 1-2, la 2-4, c'est l'enfer parce que t'as les règles là, maintenant, t'as plus les fiches et tout. Enfin, t'en as, mais bon, je veux dire, t'en as moins. Comment ils font les mecs, tu vois, c'est dur, quoi. Ils se bouffent entre eux. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, qui c'est qui gagne, mis à part la room et l'État, là, tu te demandes si tu te fais pas un peu entuber, hein. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est un peu, si tu penses un peu, c'est un peu ce que tu ressens, quoi. Je pense que tu te fais entuber, hein, ouais. C'est bon. Ça n'engage que moi, évidemment, ce que je dis, hein. Mais bon, enfin bref. Alors bon, ok. Alors les autres variantes, t'as pas eu le temps d'en parler avec lui. Les autres variantes, j'ai pas eu le temps d'en parler. Est-ce qu'on peut quand même avoir, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Alors là, je parle pour mon nom, hein, mais et quelques autres qui jouent un peu autre chose que du No Limit Hold'em, quoi. Ça, c'est quasiment le point le plus. Je dirais que ça va se faire tout seul, parce que quand on regarde le texte de loi et les débats, c'est quasiment pour cette raison-là qu'il y a une révision qui est prévue. Mais pourquoi? Ah bon, carrément. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire que il y a un moment où je sais plus, il me semble que c'est à l'Assemblée nationale où il y a un des députés qui pose une question sur mais pourquoi est-ce qu'on autorise telle forme de poker et pourquoi pas les autres formes? Et la réponse du gouvernement, c'est à peu près de toute façon, nous on est dans une situation où on aimerait bien voir ce qui se passe déjà avec ça.
on n'en veut pas plus, ça va être le bordel. Ça, je comprends pas très bien l'argument, mais voilà. Une fois qu'on aura plus de recul, il y a une révision qui est prévue et là, on pourra agir. D'accord, ok. Donc, moi, je suis enfin, c'est le point sur lequel je suis le plus confiant. Bon. Ok, bah tant mieux. Écoute, moi ça me rassure, c'est bien. Bon, bah c'est super. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce que tu as vu avec le sénateur Trucy. Ça c'est quand même sympa. On va finir un peu. Je vais inviter quelqu'un. Je vais te poser les dernières questions, mais je vais inviter quelqu'un sur Skype. C'est un champion. Alors attends, je vais faire une petite manip dans Skype et les gens, les auditeurs qui sont là et ceux qui sont dans le chat, ils le connaissent très bien. On va juste lui dire un petit bonjour quand je vais le choper, une petite manip à faire. Et voilà. Alors normalement ça appelle chez lui. Est-ce qu'il m'entend, notre champion? Allô. Ouais, tu nous entends, salut. Salut tout le monde, ouais, j'entends. Salut super. Maxi. Bon, alors je vais finir avec Jean-Xavier, évidemment. Je te remercie d'être là. On va finir l'émission avec toi. On parlera, on dira pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, alors Jean-Xavier alias Personne. Bon, toi tu joues sur les FR finalement quand même parce que tu es resté en France. Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors bon, est-ce que de ton point de vue, on va dire purement de joueur là, est-ce que ça reste rentable malgré le REC? Oui, ça reste rentable. Bah, pour l'instant, on est dans une situation où il y a un gros afflux de joueurs nouveaux. On voit régulièrement des fiches à toutes les limites, et des bons gros fiches qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir sur les .com. Moi, ça me semble totalement rentable de jouer sur... alors, ça dépend de la forme, hein. C'est toujours pareil. Là, je parle Six Max, cash game, tournoi, ce genre de choses. C'est encore très très rentable. Il y a des joueurs qui jouent très mal. Après, la question, c'est qu'en sera-t-il dans 1 an, 2 ans et tout ça. Bon. Voilà. Alors justement, c'est la question que je voulais te poser. En toute honnêteté, comment tu vois l'avenir du poker en France? C'est dur comme question. Je sais pas à quel point je sais pas où on en est dans la courbe du phénomène de mode. C'est à la mode. Ouais. Je sais pas si on va continuer à avoir un afflux de joueurs relativement important ou si on est déjà au sommet. Si on continue à avoir un afflux de joueurs relativement important, on a 4-5 années correctes devant nous. Mais bon, ça va être 4-5 années où l'essentiel de nos profits vont aller au room et à l'État. Ah, bah ça dépend, sauf si si on réussit à obtenir des choses intéressantes. Les revendications obtiennent, bah oui, évidemment. Ça va dépendre un petit peu du combat que tu vas mener, toi, avec l'association et nous, en tant que joueurs, pour vous soutenir. Pour obtenir, oui. Et oui, venez vous inscrire. Hein. Bah oui, il faut se mobiliser. Hein. De toute façon, sur la news du blog, j'ai mis le lien de l'association. Hein. Oui, même si on n'est pas très actif en ce moment et que ça, parce que bon, honnêtement, on n'est que Skip et moi, et Skip étant en plus à Washington, on n'a absolument pas le temps de gérer les impératifs de com qui seraient nécessaires, ce genre de choses. Mais déjà s'inscrire, c'est bien parce que plus il y a de gens inscrits, plus on a une représentativité forte. On va essayer d'organiser des élections pour être plus représentatif dans les mois dans les 2 mois qui viennent, je pense. Parce que là, pour l'instant, on est un peu leader autoproclamé vu qu'il n'y a pas eu d'élection encore. S'il y a des listes concurrentes qui veulent se présenter, qui viennent, hein, moi ça me dérange pas du tout. Ouais, non, mais pourquoi pas de toute façon. Hein. Bah, ça, en plus, s'il y a des gens qui veulent plus s'impliquer, que ce soit sous la forme de candidats pour l'association ou pour nous filer un coup de main, c'est relativement intéressant parce que le débat d'idées sera plus intéressant. Bien sûr, mais ça crée une émulation. Donc venez vous inscrire, même si nous, on n'est pas très très présents sur le forum. Ouais, c'est vrai. Il manque un peu de présence. C'est un petit reproche que je peux te faire. Oui, bah moi, il fallait que je bosse quand même un petit peu et mine de rien, les gens se rendent pas compte. Mais par exemple, en juillet,
les 15 jours de négociation, entre les négociations, savoir ce qu'on devait dire, les échanges de mails, les coups de téléphone avec les différents interlocuteurs, une émission de radio par-ci, une interview pour une émission de télé par-là, blablabla. Nous, on a passé 2 semaines à 100% là-dessus, plutôt à hauteur de 16 heures par jour. Donc, même si... C'est la vie de star, c'est ça, mon gars. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'est pas payé pour et qu'à côté de ça, il faut bien vivre. Donc, derrière, il a fallu un peu rattraper. Ouais. Oui, mais en même temps, la communication, c'est vachement important parce que tu as besoin de ça. C'est un peu les vases communicants. Hein. Je sais bien. J'ai même pas fini là pour l'instant le compte rendu officiel que je vais poster sur le site de la sauce de l'entretien avec Trucy. Ah bah oui, ça il faut le poster, bien sûr. Oui. Mais ça va venir. Je pense mais c'est du taf, hein, c'est sûr, c'est clair. Oui. Mais voilà, et après, on doit gérer nous avec nos impératifs dans la vraie vie qui font que on peut pas non plus s'y consacrer à. T'as une vraie vie aussi, alors. Voilà. D'accord. Bon, écoute, alors justement, Jean-Xavier, alias Personne, je te remercie d'avoir fait une petite entorse à ta vraie vie et d'avoir pris un petit peu de ce temps-là. J'espère qu'en tout cas, ça contribuera à amener d'autres gens vers l'association, que ça contribuera surtout à rendre un poker digne, on va dire, et avec une règle battable, sans avoir 9 fiches à table sur une full ring, hein. C'est-à-dire c'est-à-dire quand on va jouer correctement avec des gens qui savent jouer, est-ce qu'on pourra gagner notre vie? C'est un peu le problème. En dessous du 10-20. Voilà, en dessous du 10-20, bien sûr, oui, voilà. En plus, c'est ça, c'est qu'à partir d'un certain niveau, le rec a plus d'importance. Ça a plus d'importance après, bien sûr, évidemment. Oui. Mais si le 2-4 n'existe pas, le 5-10 et le 10-20 mourront, donc. Oui, c'est ça, oui, parce qu'il y aura plus personne qui va monter, alors aussi. Hein. Voilà. Donc voilà. Bon, donc je te remercie. D'être venu. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'était un plaisir, ça m'a fait plaisir. Et puis sache qu'il y a pas mal de membres, de toute façon, du forum de poker stratégie qui soutiennent l'association. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Hein. Donc tu comptes sur nous évidemment pour continuer le combat, hein, et on compte sur toi aussi pour nous représenter comme il se doit. Et je te souhaite. J'essaye. Ouais, mais je te souhaite en tout cas. Jean-Xavier, good luck sur les tables et que tes fiches respectifs compensent le rec abusif. Ouais, on va essayer. Allez. Bon, merci, ciao. Tu peux rester 5 minutes. Il y a Maxi Pouce que je vais recevoir maintenant. Salut Maxi. Salut Iti, comment tu vas? Ça va bien et toi? Salut Maxi. Alors Maxi, personne. Alors, Maxi a assisté à l'émission, je fais pas les présentations. Maxi Pouce. J'ai assisté à la fin. Ouais. Alors, Maxi Pouce, c'est un de nos coachs. Il est coach de Cash Game No Limit. Il était coach avant de Sit and Go. Et là, il y a une super compétition qui est organisée qui s'appelle la Ligue des Champions. En français, qui est organisé par Poker Stratégie sur l'international, c'est-à-dire toutes les nationalités sont là. Il y a je sais pas, 15-18 nationalités, un truc comme ça. Et, pas très loin de ça, ouais. Et donc, pour représenter non pas la France, mais la francophonie, c'est-à-dire la Belgique, la Suisse, la France, le Canada, enfin bon, bref, toute la francophonie, celui qui a été choisi et élu par le peuple et qui s'est battu pour obtenir sa place, c'est Maxi Pouce. Alors, Maxi Pouce, je l'avais reçu au début du championnat, parce que c'est un championnat qui se déroule sur 18 étapes. 18 étapes dans un premier temps, puis après on va en parler. Après il y a un deuxième temps, et je l'avais reçu après la première étape. Et ce fourbe de Maxi Pouce, qui est un hit total, un joueur de sit and go expérimenté évidemment, coach et tout, qui sait jouer le push and fold, a réussi à faire deuxième de son premier tournoi. Donc je l'avais invité, donc il était donc deuxième au classement. Et mais c'était le tout début, et j'avais prédit qu'il serait premier. Et là, on n'en est plus au début, on en est au 16e tournoi. Je crois, un truc comme ça. Ouais. En tout cas, moi, j'ai arrêté au 15e. Il reste 2 tournois, donc voilà. Et là, aux dernières nouvelles, j'ai pas suivi le dernier tournoi parce qu'il y en avait un hier soir. Il était
premier du classement. Voilà. Donc GG Maxi, je suis super content que tu sois arrivé à ce truc-là. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé hier soir et dis-nous surtout si t'es premier au classement. Donc ça c'est super. Mais est-ce que tu as une chance de rester premier et comment ça va se passer pour la suite? Est-ce que parce qu'il y a 5 qualifiés seulement après parce qu'après il y a une série de heads-up. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Je te donne la parole, c'est à toi, champion. Merci. Alors je suis toujours premier, mais maintenant il n'y a plus que 2 ou 3 points d'écart, alors que c'était quand hier soir. Avant mercredi. Donc alors, samedi soir, dernier, le dimanche soir. J'avais 18 poins d'avance, je pense, un truc comme ça. Ouais, t'avais plein de points d'avance en plus, ouais. Non, hier ça a été très simple. J'ai perdu les 3 quarts de mon stack 10-10 contre Assas. Contre Twisty qui push, donc là il n'y a pas de secret, j'ai call avec 10-10, je suis largement devant sa range. Évidemment. Donc là c'est le plus facile. Surtout Twisty, parce que Twisty c'est un mec qui peut pusher light, donc c'est... Ouais, il est très 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 agressif, c'est probablement le meilleur des joueurs là-dedans avec LF à mon avis. Les autres sont des très 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 bons joueurs de cash game pour la plupart ou d'heads up. Mais en sit and go, je pense qu'ils sont beaucoup trop agressifs, quoi. Vraiment beaucoup trop. Donc, ils ont une variance qui est totalement énorme, etc. Donc, exactement. Tu vois, je t'avais dit que tu avais un edge sur ça. Tu vois, ça se révèle bon, quoi. Ton petit côté nit, il marche bien, finalement. Ouais, mais je pense que, très sincèrement, il y a 2 fois sur 3 quand tu restes, tu te fais restyler, que ça soit n'importe quelle position. C'est des. J'exagère pas. Donc, des joueurs de high stake, quoi. C'est des joueurs de high stake. Ouais, tout à fait. Non, mais regarde Cobiard, moi je l'ai vu. Cobiard, il joue en NL 1000-2000, enfin pas NL, FL 1000-2000. T'as vu, il est capable de coller avec Roi-3, quoi, sur un push. Il est capable de restyler avec des trucs. Bon, en même temps, il a 3 points, Cobiard, quoi. Ouais, Cobiard n'a pas, il a pas grand chose. Et c'est un super joueur. C'est un super joueur. C'est un très bon joueur. Il y a des joueurs comme Siete qui font rien. Il fait rien non plus. Voilà. Non, mais je pense qu'il joue réellement beaucoup trop agressif et après c'est du level et voilà, ils savent plus à quel niveau ils sont et voilà, donc la variance augmente, ça en devient du gamble pour certains joueurs. Je pense que Twisty au contraire, lui, sait contrôler son agressivité. Donc en début de MTT, il joue extrêmement loose, extrêmement agressif et il sait qui attaquer, comment les attaquer et il sait quand s'arrêter surtout. Je pense que c'est ça que probablement Twisty est le meilleur joueur là-dedans, je crois. D'accord. Et tu nous parlais de Pinot aussi, qui te semblait Pinot un bon joueur. Pinot est un excellent joueur de sit and go. Je sais pas comment il est sorti à chaque fois, mais là il est relativement derrière, donc je pense pas qu'il fasse le top 5, je pense pas. Alors donc voilà, il faut faire le top 5, c'est ça. Alors explique-nous comment ça se passe maintenant. Ouais, grosso modo, il y avait 18 MTT à 36 joueurs, et les 5, donc par point, le premier prenait 15 points, le second 13, 10 pour le troisième, etc., jusqu'au 12e. On additionne tous les points de tous les MTT et les 5 premiers joueurs sont qualifiés pour la seconde partie. Et la seconde partie, c'est le 5e joueur, donc celui qui a le moins de points des 5, contre le 4e en heads up. Le gagnant va jouer contre le 3e, le gagnant du 3e contre le 5 ou le 4 qui gagne, etc., va jouer contre le 2e. Et donc le premier du top 5 des MTT va jouer contre le gagnant de tous les heads-up. Donc lui, il aura qu'un heads-up à faire en finale. Voilà, exactement. Alors, donc le premier gagne au moins 10 000 au minimum. Il gagne 10 000 euros, c'est des dollars, mais c'est des dollars. Minimum, il gagne déjà 10K, quoi. Bon, et le gagnant total, il gagne 25. 25 000, exactement. Ouais, ok, bon, c'est déjà sympa. Et c'est quand même un bon prize pool. Donc en fait, il faut vraiment que tu gardes ta première place. Ta première place, elle est vachement importante alors. En fait, la première place, c'est importante, ouais. Ce qu'il y a, c'est que Twisty est vraiment juste derrière moi de quelques points, de 8 points, je pense. Donc, sur 2 matchs, ça peut vraiment sortir. 8 points, ça va quand même. T'as un peu de marge. J'ai un tout petit peu de marge, mais vu son niveau par rapport aux autres, je pense que ça va être vraiment dur. Et alors, il y a le plus gros fiche de la ligue. C'est Arem, c'est ça, hein. Arem, ouais. Arem. Alors lui, je l'ai vu. Je sais pas ce qu'il a fait mercredi, hier justement. Premier. Non, c'est pas vrai, parce qu'il était redescendu. Oh non, il a fait premier.
Il a fait premier, il est à 3 points de moi. Ou 2 Oh points merde, de c'est pas vrai. Oh non. Mais lui, ça me dérange pas qu'il soit premier et que je sois de second. Ouais, sauf qu'il a un cul, il a un cul aller. bordé de nouilles, lui, hein. En fait, je pense que personne s'adapte à sa stratégie qui est de limp call, il mini raise. Attends, mais il est tout. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est un fiche total, lui. Alors, est-ce qu'il level ou pas? Est-ce que finalement c'est un bon joueur ou pas? Parce que moi, je le vois jouer, sans déconner. À chaque fois que je l'ai vu jouer, je t'ai suivi. Lui, il limp. Ou alors il mini raise, c'est-à-dire on est en NL10 là, quoi, tu vois, enfin le truc de. Non mais min raise c'est pas encore très grave vu la structure. Non, mais min raise sur les grosses blindes ça va. Il va te coller des rois 5 en position sans aucun problème avec 10 big blinds quoi. Enfin, mais il touche tous ses flops. Et il touche, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a une cote implicite qui est énorme parce que tout le monde le prend pour un fiche. Donc dès qu'il touche, évidemment, tout le monde va payer jusqu'au bout. Tout le monde va commencer à essayer de le bluffer, et donc voilà, il se prend ses jetons comme ça, quoi. Bizarrement. Ouais, incroyable. Ouais. Donc je sais pas. Alors c'est peut-être un génie, comme j'arrête pas de le dire sur le coaching anglais. Oui, c'est ça. Faut savoir. Ouais. Ou bien c'est le fiche fini qui sur. 18, moi, je me pose des questions. Je me demande si ce mec-là, il vous level pas tous. Hein. Je sais pas. C'est le nouveau Tom Dwan, tu vois, il colle avec Roi 5 et puis il s'en branle, quoi, tu vois. C'est une stratégie parfaite pour les MTT comme ça. Hors position, il s'en fout, il limp, machin, enfin. Bon, enfin, c'est assez étonnant à voir jouer. Mais je pense que au final, c'est un fiche quand même. Je pense très sincèrement qu'il il fera pas le poids en heads up, sauf vraiment coup de bol, je crois. Et à mon avis, en cash game ou en sit and go, ça ne doit pas être fameux comme. On n'a pas l'impression, c'est vrai. Hein, en le voyant jouer, c'est étonnant hein, qu'il soit là. Ouais. Pourtant, là, il y a eu quand même pas mal de tournois. Hein. Il y en a eu déjà 16 là, donc. Il y en a eu 16, ouais. Il en a gagné 2, je pense. Ouais, puis il était toujours placé. Pas mal de tapes finales. Il a fait au moins autant de tapes finales que toi. Hein. Un petit peu moins, je pense, un petit peu moins. Mais par contre, il a fait une 2e place, je pense, ou une 3e place, un truc comme ça. Donc, parce que toi, t'as quand même fait vachement de TF hein, sur les 18, t'en as fait. Ouais, j'ai fait plus des 3 quarts. J'ai fait les TF, quoi. Ouais. Mais bon, ça c'est dû à un jeu tight. Hein. Ouais, bien sûr, mais tu t'en es bien sorti. Hein. Donc bravo. Ici, c'est prendre des points, quoi, évidemment. Bravo. Alors, écoute, tu vas revenir de toute façon. Hein, là, je voulais juste que tu nous dises où tu en étais et que tout le monde sache où tu en es. Comme j'avais dit que tu étais un champion, il faut que tu continues, hein, Maxi, parce que sinon je passe pour un blaireau, moi. Le top 5 devrait être bon, sauf vraiment gros bad beat. Il faudrait vraiment une combinaison. Je vois pas comment ça peut être possible. Il y a moyen, je pense. Il y a moyen. Mathématiquement, mais il faudrait vraiment un truc. Mais il faudrait vraiment le gros bad beat, quoi. Oh, non, donc top 5, normalement, ça devrait être bon. Et le tout maintenant, c'est d'essayer de garder des points et garder la première place surtout. Ouais, comme ça, t'es peinard. Ouais. Faudrait que toi ici sortes et Harem aussi également. Il suffit que ça arrive comme ça. Ouais. Pour tous les vaudous et les compagnies qui sont sur PlayStation, n'hésitez surtout pas à piquer les poupées. Exactement. Bon, voilà. Alors, donc, on va te recevoir. C'est quand les heads up alors? Bonne question. Donc, ça finit ici ce week-end et le heads up, j'ai aucune idée. C'est une très bonne question. Bon, je sais. On verra. De toute façon. Ça finit début novembre, ça je sais. Ça finit c'est bientôt début novembre. Hein. Le dernier heads up, je pense que c'est le 8. Le 8, d'accord. Le 8, ouais. Oui, ça finit le 8, bien sûr. Novembre. Notre ami Maxi Pouce, Jean-Xavier est belge, comme tu l'auras remarqué. J'ai noté. La bonne blague. Regarde, tu vois, il rigole, il croit pas que c'est lui, tu vois. Mais on est derrière vous pour vos problèmes de loi et compagnie, hein, les gars. De toute façon, j'ai été contacté par des Belges qui m'ont demandé parce que il y a une sauce qui est en train de se monter en Belgique, vu qu'ils ont peur d'être mangés un peu à la même sauce. Ouais, et ça serait une petite catastrophe parce qu'en Belgique, je pense qu'il y a 200 joueurs de poker. Ouais, c'est ça le problème, ouais. C'est un peu dur, je crois. Et si vous êtes cloisonné, ça va être sympa. Ouais, cloisonné, ça va être un petit peu dur.
Bon, moi, j'ai pas ce problème-là, mais je suis concerné quand même parce que je garde mon adresse officielle en Belgique. Donc, Et pour répondre à ça, enfin pour te poser la dernière question, peut-être Jean-Xavier, est-ce que au niveau international, tu penses que c'est intéressant intéressant, ça c'est certain, puisque maintenant le cloisonnement, il va peut-être aussi être effectif dans d'autres pays. Est-ce que tu penses pas qu'un regroupement peut être intéressant? Alors moi, je suis pour un regroupement avec l'Italie. Par exemple, l'Italie qui est déjà, mais ça c'est pour du poker pur que j'imagine que tu dis ça. Mais pas seulement, ils ont plein de joueurs. Hein. C'est hallucinant quand on regarde sur Poker Street Scout. Les sites italiens, c'est 4 fois les sites français, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, et après, je ne ferai pas de jugement sur le niveau moyen. Non, mais c'est vrai que c'est EV+, ouais, les Italiens. Ils n'ont pas eu de cash game pendant un certain temps, donc. Oui, ils viennent juste maintenant. Ah, mais ça y est, ils en ont maintenant. Et ils en ont, depuis c'était que les tournois, ouais. Ah ouais, dis donc, putain, là, il y a du blé à se faire, les mecs. Hein. Il faut aller en Italie. Hein. Ouais, en même temps, je crois que le REC, c'est 9% sur le plus gros site italien. Mais qui va gagner là-bas? Déjà en France, c'est dur, mais alors là, 9%. Voilà, c'est un peu difficile. Mais j'en suis pas sûr. Hein. On a eu énormément de mal. Moi, je parle pas italien, donc obtenir des informations de ce style, c'est très, très, très difficile. Ah ouais, là, c'est fou. 9%, c'est complètement dingue, quoi. Bon, enfin, bref. Bon, les mecs, je vous remercie. Merci, Maxi, d'être passé 5 minutes pour raconter. Bon, on regarde quand ça se passe. Bonne chance pour la suite. Ah ouais, il est bien parti là. Hein. Il y a 25K quand même à la gagne là. Hein. Il est pas mal. Hein. En plus, il y a des bons joueurs. Hein. Bon, mais le Maxinit, il est là. Mais là, premier avec juste un débile à 3 points. Ah oui, il y a un débile qui est derrière. Ouais. Mais total, ouais. Mais je t'assure, c'est dingue. Moi, j'ai vu les tournois. C'est exactement ce qui se passe. Ça devrait aller, quoi. Ouais, normalement, ça devrait bien se passer. Mais c'est vrai que derrière, il y a des gros joueurs. Mais enfin, là, il est super bien, Maxi. Donc, voilà. Hein, j'avais titré champion et donc, je tiens à te recevoir dans quelques éditions de Calling Station bientôt, en novembre, en tant que champion. Voilà, j'espère que je t'aurai porté chance. Pour l'instant, ça se passe bien. Et good luck, évidemment. Et puis toi aussi, Xavier, merci beaucoup pour un prix de ton temps. Cette émission était très sympa. On a vraiment comme ça une vision de ce qui se passe. Tu nous as bien expliqué clairement les choses, les revendications et puis aussi ce qui se passe aujourd'hui. Donc, toi aussi, je te souhaite good luck aussi. Je vais en avoir besoin. Ouais, t'en auras besoin, mais on en a tous besoin. Et puis, voilà. Donc, je termine l'émission numéro 21. C'était Calling Station numéro 21. J'envoie le générique de fin et je vous dis à jeudi prochain, si vous le voulez bien. Ah bah tiens, je me suis gouré de générique. Putain, c'est le métier qui sort. Allez, on y va, on envoie le bon. Calling Station. Calling Station. Calling Station.